Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on file du côté de la ville lumière, Paris. On va se plonger au cœur d'une sombre période de l'histoire de la capitale, son occupation par les Allemands. Mais surtout, au moment précis où la ville est sur le point d'être libérée, au moment précis où Hitler, dans un énième coup de folie, menace de la détruire. Alors, comment le chef nazi a-t-il failli détruire Paris? Allez, partons ensemble à Paris en 1944. Le 26 août 1944, le général de Gaulle arrive à Paris, au cœur d'une foule en liesse. Paris est libéré, Paris n'est plus aux mains des Allemands. L'histoire a sublimé cet événement qui, dans la mémoire collective, reste un symbole majeur de la victoire contre l'Allemagne nazie. Pourtant, tout cela n'a bien failli ne jamais exister. Paris a échappé de peu à la destruction totale. Après l'attentat raté contre Hitler en juillet 1944, le Reich, à l'image de son Führer, sombre dans une folie destructrice et meurtrière. Ce dernier ordonne la destruction de plusieurs capitales européennes. Paris est sur la liste. Hitler n'a jamais vraiment eu le souhait d'épargner la capitale française et malgré son admiration pour la richesse de la ville, il voulait la voir en ruine. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Le 10 mai 1940, après plusieurs mois de ce qu'on appelle la drôle de guerre, Hitler met fin aux incertitudes et lance une offensive éclair sur la France. S'ensuit alors une débâcle colossale qui, encore aujourd'hui, alimente les débats et les mystères. Une grande partie du pays passe alors sous occupation allemande et pour les Français qui ne parviennent pas à fuir, ils apprennent tant bien que mal à vivre aux côtés des nazis. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris et investissent rapidement la capitale jusqu'à cette terrible image hautement symbolique, celle du drapeau à croix gammée flottant sur la tour Eiffel. Les panzers allemands défilent sur les champs, les chefs nazis prennent leur quartier dans différents lieux mythiques de la ville qui, vidé des 2/3 de sa population et de son gouvernement, devient rapidement méconnaissable. La suite, vous la connaissez. Les Allemands déploient leur mainmise sur le quotidien des populations et orchestrent la vie dans la capitale, comme si ce jour avait été finement préparé depuis longtemps. Hitler effectue plusieurs visites à Paris. Il admire sa grandeur, ses édifices et s'y plaît bien. D'ailleurs, aux côtés de son architecte Albert Speer, il s'inspire des bâtiments de la ville pour ses grands projets personnels de l'autre côté du Rhin. Pendant ce temps, le régime de Vichy se met progressivement en place et déploie par une propagande intense toute sa politique de collaboration. S'ensuit alors une période d'environ 4 ans durant laquelle la France de Vichy se livre à des actes de collaboration avec l'Allemagne nazie, en particulier après le vote de la solution finale qui désigne, en d'autres termes, l'extermination totale des Juifs et des Tziganes. Pendant ce temps-là, sur le champ de bataille, en mer et dans les airs, les Alliés se battent sans répit pour inverser le cours de la guerre. Les défaites allemandes s'enchaînent et l'espoir de la libération commence à animer les populations. À Paris, la résistance contrarie la présence allemande et reprend petit à petit le contrôle. Néanmoins, en août 1944, alors que l'Allemagne nazie commence à agoniser, Hitler donne l'ordre au gouverneur de Paris, un certain Dietrich von Choltitz, de détruire la ville. Ce dernier aurait refusé, comme il le raconte dans ses mémoires, sauvant par là même Paris des bombes. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Alors tentons de déconstruire le mythe qui entoure ce qui aurait pu être le coup de massue asséné à la France, la destruction de Paris. Selon la légende, le sauvetage de Paris aurait été rendu possible par l'acte héroïque du gouverneur de la ville, Dietrich von Choltitz, lorsque celui-ci refusa d'exécuter l'ordre d'Hitler de détruire la capitale. Dans la constellation nazie, von Choltitz est un homme sans trop d'importance, loin de l'envergure d'un Goebbels ou d'un Göring. Il a néanmoins joué un rôle considérable dans différentes campagnes de la Seconde Guerre mondiale, du bombardement de Rotterdam en 1940 à la bataille de Normandie 4 ans plus tard. Mais c'est à Paris que va naître sa légende, ou du moins, qu'il va l'écrire lui-même. Le 7 août 1944, il est nommé gouverneur militaire de la garnison du Grand Paris par Hitler en personne. Le Führer a confiance en von Choltitz, personnage très docile et facilement manipulable, comme il les aime. Dès le début, les ordres d'Hitler sont clairs.
Paris doit rester sûr et ne doit en aucun cas tomber aux mains de la résistance. La guerre contre celle-ci doit être menée coûte que coûte. Mais aussi docile soit-il, von Choltitz voit bien que les Allemands ne pourront pas tenir longtemps, que Paris est voué à être libéré et surtout que la guerre est quasi perdue. Quand il arrive, les habitants de la ville sont entrés dans un cycle de manifestations chroniques perturbant du mieux qu'ils peuvent la présence allemande. De plus, les échos des victoires alliées en Normandie alimentent l'espoir des Parisiens, de quoi inquiéter le nouveau gouverneur de Paris. Évidemment, dans ce contexte, von Choltitz commence à développer de la haine pour les Parisiens et, de manière générale, pour les Français. Le 17 août, les gaullistes et les communistes lancent un appel à l'insurrection. Le drapeau tricolore commence à retrouver sa place sur les édifices parisiens. Surtout, à ce moment-là, une décision va accélérer les choses. Alors que les succès alliés en Normandie s'enchaînent, le haut commandement américain a accepté de laisser la 2e division blindée française foncer sur la capitale. Initialement, Eisenhower voulait, après la bataille de Normandie, marcher sur l'Allemagne en contournant Paris. Mais De Gaulle l'ayant convaincu de l'importance de la ville, la situation change. Replié dans son QG, Hitler commence à bouillir et harcèle von Choltitz de messages lui sommant de maintenir l'ordre. Perdre Paris serait hautement symbolique pour le Reich qui commence déjà à battre de l'aile. Mais Hitler semble être le seul à encore croire à la chimère parisienne. Le 23 août 1944, von Choltitz reçoit un télégramme de l'état-major du Führer dont l'ordre est on ne peut plus clair. Paris ne peut pas tomber entre les mains de l'ennemi ou seulement comme un champ de ruines. Et c'est là que von Choltitz va entrer en scène. Selon ce qu'il raconte dans ses mémoires, il aurait sauvé Paris des bombes en refusant d'exécuter l'ordre d'Hitler et en stoppant le minage de Paris. Mais la réalité est-elle vraiment celle décrite par von Choltitz ? Les propos de von Choltitz lui-même sont à nuancer. Malgré ce qu'il clame, il avait tout autant qu'Hitler la volonté de détruire Paris. Des messages entre von Choltitz et le commandant des armées de l'Ouest, un certain Model, révèlent que le gouverneur de Paris n'a eu de cesse de demander des renforts pour détruire la ville. Il explique clairement qu'il ne peut pas exécuter les ordres d'Hitler, faute de moyens humains et matériels. Les membres de sa garnison, environ 15 000 hommes et femmes, ne sont pas tous opérationnels, tout comme les chars allemands qui, pour certains, datent des combats de 1940. Les renforts demandés par von Choltitz n'arriveront jamais, tandis que les Alliés, eux, sont sur le point d'arriver à Paris. En réalité, il a sauvé Paris parce qu'il n'a pas eu le choix. Le soulèvement des Parisiens et le manque de moyens sont les véritables sauveurs de la capitale. D'autant plus que des discussions entre von Choltitz et certains de ses proches collaborateurs révèlent que le sauvetage de la ville n'était pas le sujet de discussion principal. Mais il ne faut pas se leurrer, Paris a échappé de peu aux bombes. Les moyens de la résistance étaient également limités et les insurgés n'auraient pas pu tenir bien longtemps. Si les Allemands avaient eu les mêmes moyens que quelques années plus tôt, l'histoire aurait été bien différente. « 25 août 1944. 2 jours après l'ordre d'Hitler, les troupes françaises du général Leclerc entrent triomphalement dans Paris. Après un dernier combat pour l'honneur, von Choltitz n'a plus le choix, il capitule. Il signera, aux côtés du général Leclerc et de membres de la résistance, son acte de reddition. Mais il ne faut pas s'y méprendre, cette situation convient largement à l'ancien gouverneur de Paris. Entre les actes de la résistance et l'arrivée des Alliés, de nombreux Allemands avaient commencé à avoir peur pour leur peau. Von Choltitz n'a pas refusé l'ordre d'Hitler pour sauver Paris, mais pour sauver sa propre peau. Paris n'était finalement que secondaire. Capturé par les Alliés, il sera retenu en captivité pendant 2 ans. 2 ans durant lesquels il commencera à écrire ses mémoires, sa propre légende, montée de toutes pièces. Le 26 août, c'est au tour du général de Gaulle d'entrer dans Paris, désormais libéré. C'est à ce moment qu'il prononce ces fameux mots. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sans doute faudrait-il ajouter Paris miraculé, et c'est encore loin d'être fini. De l'autre côté du Rhin, Hitler n'a toujours pas abandonné son projet de voir Paris rasé. Au contraire, il est plus déterminé que jamais. La menace qui plane sur la capitale française est toujours bel et bien présente. Pour le Führer, détruire Paris devient une obsession alors même qu'il est en train de perdre la guerre, symbole de l'agonie du Reich et de la folie incurable d'Hitler.
il va tenter de détruire la ville encore à plusieurs reprises. Pour cela, il va utiliser une arme qu'il utilise pour bombarder Londres, les missiles V1, les premiers missiles à longue portée de l'histoire. C'est une véritable bombe planante d'une tonne au potentiel destructeur redoutable, de quoi souffler n'importe quel bâtiment, de quoi raser Paris. Le 26 août, Hitler donne l'ordre de lancer plusieurs missiles V1 sur Paris alors même que De Gaulle défile dans la ville. Cet épisode est assez méconnu dans l'histoire. On en trouve une trace dans les mémoires du chef d'état-major du groupe d'armée de l'Ouest, le général Hans Speidel. C'est lui qui reçoit l'ordre de lancer les missiles. Il estime complètement absurde de vouloir encore détruire Paris. À ce moment-là de la guerre, la plupart des généraux allemands savent qu'elle est perdue. Seul Hitler entretient encore une folie dévastatrice qui le pousse à tenter le tout pour le tout. Ou alors, c'est sans doute le sentiment de la défaite imminente qui a fait un peu plus sombrer le Führer dans la folie. Qu'à cela ne tienne, Speidel aurait donc lui aussi sauvé Paris. Mais encore une fois, c'est davantage le contexte qui va pousser le général à ignorer l'ordre d'Hitler. En août 1944, la plupart des rampes de lancement des missiles V1 sont dirigées vers Londres, qui subit sans arrêt des tirs. Or, changer l'orientation d'une rampe est extrêmement long, et du temps, les Allemands n'en ont plus. Quoi qu'il en soit, que Speidel ait dit la vérité ou non, l'ordre d'Hitler est impossible à exécuter. Mais Paris n'est toujours pas à l'abri. Le 26 août au soir, vers 23 h, les sirènes de bombardement retentissent dans toute la capitale. Et pour cause, des avions allemands venus du nord sont en train de survoler la ville et toute la nuit, la Luftwaffe la pilonne avec des bombes incendiaires au hasard, sans objectif précis, si ce n'est faire le plus de dégâts possible. Des centaines d'immeubles sont détruits, l'hôpital Bichat, la Halle aux Vins ou encore le quartier du Marais. Ce bombardement est plus symbolique qu'autre chose et va rapidement disparaître de la mémoire collective. Mais la menace des bombes, elle, n'est pas partie et est plus réelle que jamais. 2 semaines plus tard, le 8 septembre, une énorme déflagration retentit en banlieue parisienne. Mais petit problème, cette explosion n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un missile V1, c'est une arme nouvelle. Les témoignages des rescapés vont apporter des informations précieuses. Ils déclarent n'avoir entendu aucun bruit jusqu'à l'explosion. L'intuition était bonne, c'est un missile V2 qui s'est abattu sur la capitale, le premier missile balistique de l'histoire. La fusée V2 est une véritable révolution. Avec une altitude maximale de 95 km, elle est capable de sortir de l'atmosphère avant de percuter sa cible. 13 tonnes pour une charge explosive de 800 kg lâchée sur Paris. À partir de là, plusieurs villes seront touchées par les missiles V2 jusqu'au 6 octobre, date à laquelle tout s'arrête. Mais pourquoi Hitler a-t-il stoppé soudainement le bombardement de Paris ? D'après des télégrammes échangés entre les membres du quartier général d'Hitler, il s'agit d'une décision politique. En réalité, le Führer s'est finalement rendu à la raison. Détruire Paris est inutile, d'autant plus que l'avancée des Alliés compromet la livraison de missiles V2. Hitler semble avoir compris que la guerre est désormais perdue. L'Allemagne est au bord de l'agonie, ses moyens humains et matériels s'amenuisent et l'horizon de la victoire est loin, très loin. Néanmoins, Paris l'a échappé belle. Jamais la ville n'était passée aussi près de la destruction. Paris a bien failli être rayé de la carte. Mais heureusement, ce n'est jamais arrivé. Les Allemands vont continuer de s'enliser dans le conflit tandis que les Alliés vont poursuivre leur avancée pour libérer l'Europe. Malgré cela, Hitler s'entête à essayer de gagner du temps. En décembre 1944, il lance une ultime offensive dans les Ardennes belges, qui, évidemment, n'aura pas les effets escomptés. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur momentdhistoire.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.